Bonsoir à tous et bienvenue dans NCI Reportage. Au sommaire de cette émission, plus d'1 million de personnes n'ont pas d'identité en Côte d'Ivoire. On les appelle des apatrides. Sans papier, ils ne peuvent quasi rien faire. Comment arrive-t-on à une telle situation? Que fait l'État pour les régulariser? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Ils prétendent avoir des pouvoirs surnaturels pour trouver une solution à vos problèmes d'amour, de santé ou encore d'argent. Ils sont voyants, guérisseurs, marabouts. Quelles sont leurs méthodes? Pourquoi sont-ils autant sollicités? Que valent véritablement leurs services? Quelles sont aussi les dérives de ces pratiques? Reportage exceptionnel à suivre. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina, comment ça va? Très bien, et toi-même? Très bien, merci. Ravi de te retrouver ainsi que tous nos téléspectateurs ce dimanche pour un nouveau numéro. Et oui, alors apatridie, c'est un mot qui ne parle pas à tout le monde, Pierre. Et pourtant, Mélina, la Côte d'Ivoire abrite la plus grande population d'apatrides au monde. Effectivement, plus d'1 600 000 personnes sont apatrides en Côte d'Ivoire ou à risque d'apatridie, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de nationalité, aucun État ne les reconnaît et à leurs yeux, elles n'existent même pas. Alors, cette condition les expose bien sûr à de nombreuses difficultés au quotidien. À quoi font-elles face tous les jours? Comment peut-on devenir apatride? Que fait l'État de Côte d'Ivoire pour régulariser tout ce monde sur son territoire, Mélina? Eh bien, c'est un reportage de Roger Appé, Armel Zozo et Roméo Tapé. Ce qui m'a fait plus mal, c'est que je n'ai pas pu avoir mon extrait dès ma naissance. Parce que si j'avais moi-même mon extrait dès ma naissance, je ne serais pas aujourd'hui là. Parce que tu n'as pas de papier. Ça fait pitié même. Parce que toi, tu ne peux pas régler quelque chose tant que quelqu'un n'a pas passé devant. Quand c'est comme ça, là, c'est pas bon. Je n'ai pas de papier. Mon père même n'avait pas de papier. À l'époque, il y avait un seul document pour toute la famille. Ces hommes nous racontent leurs déboires. Ils vivent pour certains sans aucune identité, pour d'autres sous une fausse identité. On les appelle les apatrides, ou personnes à risque d'apatridie. Pourquoi portent-elles ces étiquettes? Nous nous sommes introduits dans leur univers pour mieux comprendre. Soubré, cité de la Nawa. C'est au quartier Gabon que nous retrouvons Ali, un ressortissant malien. Le vieillard a quitté son pays d'origine pour la Côte d'Ivoire, sans aucun document administratif. Quand je venais en Côte d'Ivoire, je n'avais pas de papier. Quand je suis arrivé ici, c'était la carte du PDCI qui était la carte d'identité. J'ai acheté cette carte à 100 francs CFA et je suis rentré à Soubré. Pratiquement toute sa vie, Ali a eu des difficultés pour prouver sa nationalité, lui qui est ici depuis près de 50 ans. Il n'est reconnu ni comme un ressortissant malien, ni reconnu comme un citoyen ivoirien. L'homme vit au noir sans attachement juridique d'aucun État. Le Mali ne me reconnaît pas. On dit que je ne vais plus au Mali depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire à l'âge de 20 ans. Pourtant, le vieillard dit avoir mené les démarches administratives auprès des autorités compétentes maliennes afin de prouver sa nationalité. Sa démarche n'a jamais eu gain de cause, faute de témoins. Je suis allé au consulat du Mali. Ils disent d'envoyer un témoin pour faire mes papiers. Je n'ai pas eu de témoin, car mon seul grand frère qui pouvait témoigner est gravement malade. Il traîne à terre. Sans nationalité, il est considéré comme une personne en situation d'apatridie. Désespéré, l'homme a perdu goût à la vie. Tous ceux qui sont venus me trouver à Soubré ici ont réussi pour me laisser à cause des papiers. Je suis resté dans la pauvreté à cause des papiers. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de mourir dignement, dans ma propre maison. Un apatride, selon la Convention de 1954, relative au statut d'apatride, est une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. En d'autres termes, c'est une personne qui n'a aucun document administratif prouvant sa nationalité. Selon une étude réalisée en 2018 par l'Institut national des statistiques INS, 6,57% de la population vivant en Côte d'Ivoire
est à risque d'apatridie, soit plus de 1 600 000 personnes concernées par cette situation. La plupart d'entre elles vivent dans les zones rurales. À Sessoumambougou, village à 10 km de Soubré, nous partons à la rencontre de Souleymane et son frère aîné, de jeunes Ivoiriens à risque d'apatridie. Ces deux frères n'ont pas été déclarés à la naissance par leurs parents. Leur nom ne figure dans aucun registre de l'état civil ivoirien. Ils vivent comme des fantômes dans un pays qui est, selon leur filiation, le sien. Actuellement, moi, je n'ai pas de pièce même. D'accord. Donc, toi, quand il naissait, ça n'a pas duré, puis le vieux est décédé. Voilà. Il a fait 9 ans après la parole de maman. Ça fait 9 ans et puis le vieux est décédé. Moi, je ne reconnais pas mon père. Au moins qu'on nous a couché aussi, on va s'approcher à côté de l'évier. Bon, on a venu trouver que l'évier est décédé. Donc, actuellement, quand au moins qu'il va décéder, il n'y a personne derrière lui qui peut faire ramasser le papier qui doit faire notre pièce là. Stigmatisé par son entourage, Souleymane dit être sujet de raillerie. Souvent, si je s'assoit à côté de mes amis, c'est quelle pièce là, il peut se moquer de moi. Bon, par rapport à souvent, il y a un problème qui peut venir au campement comme ça, qu'on cherche c'est quelle pièce. Puis il n'a qu'à venir avec la pièce pour qu'il puisse faire un travail comme ça aussi, en gouvernement. Bon. Il y a des amis qui vont dire, bon, quand par rapport il n'a pas de pièces, il ne peut pas partir là-bas aussi. Sans document administratif, il n'a pu s'inscrire dans une école comme certains de ses camarades. Au moins que nous, si on va grandir là, on n'a pas trouvé les pères, bon, on n'a pas trouvé quelqu'un qui peut nous mettre à l'école. Donc vous êtes resté là-bas comme ça sans aller à l'école. Oui. Est-ce que ça vous fait mal souvent? Oui, ça me fait mal. De voir les gens partir à l'école et puis vous n'êtes pas parti à l'école? Oui, vraiment, ça me fait mal. Il travaille avec son frère aîné Siaka dans la plantation héritée de leur défunt père. Ces deux frères vivent aujourd'hui dans la crainte. L'héritage de la famille est menacé, car sans aucun document administratif, ils craignent de perdre le champ en cas de litige. Franchement, il y a peur. Il y a peur parce que je n'ai pas de papier. Il y a peur, je ne sais pas ce qui vient demain. Le vieux aussi, quand il décédait, il n'a pas laissé des petits papiers. Ouais, c'est ce que je dis là. Je dis, le vieux d'ici à son décès là, en ce temps, on était au campement ici. Il n'y avait personne à côté. Bon, moi, j'étais malade, j'étais allé me soigner. Les bandits sont venus rentrer, ramasser tous les papiers. D'ici à mon retour sur le vieux aussi est décédé. Vraiment, c'est pas facile, parce qu'il n'a pas de papier. Ça fait pitié même. Parce que toi, tu ne peux pas régler quelque chose tant que quelqu'un n'a pas passé devant. Quand c'est comme ça, là, c'est pas bon. Ils sont considérés comme des personnes à risque d'apatridie. Pour prouver leur nationalité, ils doivent faire recours à la justice, comparaître devant les tribunaux en apportant des preuves, des témoins qui pourront confirmer leur existence, comme le prévoit le Code sur la nationalité ivoirienne dans son article 82. Mais cette démarche semble être difficile à suivre, car Siaka n'a pas le courage de se présenter devant les autorités judiciaires. Comme on dit, si tu dépasses à l'âge de 3 mois, là, pour faire maintenant pour aller à la justice, là, c'est ça que nous fait peur. Parce que si tu ne connais pas, vraiment, c'est pas facile. Tu as peur d'aller à la justice? Oui, il y a peur parce que pour aller rater devant les juges, là, moi, je ne peux pas. Franchement dit. Père de 5 enfants, Siaka ne peut déclarer lui-même ses enfants. La tâche est confiée à sa compagne, qui dispose de documents administratifs. Quand je vais faire les déclarations, on me demande les pièces de mon mari et je dis qu'il n'a pas de pièces et qu'il a voyagé. Donc, je déclare les enfants. Dans le milieu rural, le risque d'apatridie est plus élevé selon l'INS. Une population majoritairement analphabète qui ignore les conséquences de ce fléau sur l'avenir de leurs enfants. Est-ce que Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire? C'est vrai ou c'est faux? Qui peut répondre à cette question? Oui? C'est? Yamoussoukro n'est pas capitale de la Côte d'Ivoire? Oui? C'est vrai. Dans cette école, située dans un petit village de Soubré, plus de 3/4 des enfants ne sont pas déclarés à la naissance. Ils prennent des cours sans acte de naissance. Nous sommes 220 élèves ici. Et sur les 220, il y a combien de naissances en moyenne? Sur les 220, en moyenne, il y a une cinquantaine. Sur les 220? Oui. Pratiquement, il y a
Il y a pas de... Les parents ne font pas les extraits de naissance, il faut le dire. Même quand des ONG arrivent pour aider les parents à faire les extraits, il y a des papiers qui nous donnent à renseigner pour pouvoir déposer. On les interpelle, ils ne viennent pas. Ici, les travaux champêtres priment sur la scolarité des enfants. Comme nous sommes en zone rurale, c'est un véritable problème que nous avons. Voilà, les parents sont plus préoccupés par des travaux champêtres que du fait des papiers de leurs propres enfants. C'est un problème récurrent ici. Hein. Oui, ce problème est très récurrent dans la zone de Soubré. Parce que sur 50 élèves, vous verrez que c'est 10 élèves seulement qui ont l'extrait de naissance. Pourtant, l'État a pris des mesures permettant à certains de ses enfants de disposer d'actes de naissance. Une disposition difficilement applicable dans cette zone. Donc l'audience foraine qui a débuté depuis le 21 mars, c'est de façon gratuite. On remplit, il y a des fiches à renseigner, que voici. Nous avons ces fiches-là. Mais... Est-ce que les parents se bousculent pour venir remplir ces fiches? Non, les parents même ne viennent même pas. Malgré que ces fiches sont là pour donner les vraies informations sur le nom réel de l'enfant, sa date de naissance et tout, en tout cas tout ce qui réfère à la personnalité de l'enfant, il n'arrive pas. Pourquoi une telle négligence des parents? Pourquoi est-il difficile pour certains de déclarer leurs enfants à l'état civil, alors que l'une des principales causes de l'apatridie est la non-déclaration des naissances à l'état civil? Ces interrogations nous conduisent à la mairie de Soubré. Ce matin, ce n'est pas la grande affluence au guichet des déclarations de naissance. Monsieur, s'il vous plaît, le carnet. Valère, l'un des rares parents, est venu déclarer la naissance de sa fille, mais un problème survient dans ses dossiers. C'est la pièce qu'on regarde pour faire. Donc, si sur la pièce, il y a Zambie, là, c'est ça. Chez nous, les gros, si vous mettez Zambie, ça va dénaturer. Donc, on prend le nom Zan. Parce que, non, on ne peut pas faire ça chez nous. Quel est le souci? Le souci, maintenant, on nous demande avant, par exemple, vous vous appelez Dolou Zapea. On prend le nom Zapea, vous donnez le nom Zapea, parce que le nom Dolou, là, c'est le nom de votre papa. Et puis vous donnez votre nom Zapea à votre fils. Mais maintenant, on nous demande de donner le nom Dolou pour qu'on retrouve la famille Dolou dans le village. Selon la loi sur l'état civil, c'est le nom patronymique qui est donné à l'enfant. Cette disposition est inscrite dans l'article 2 de la loi relative au nom, mise en vigueur en 2020, qui stipule en ces termes: l'enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande. Malgré les explications de l'agent de l'état civil, Valère reste sur sa position, car l'homme veut préserver le prénom familial. Si vous tenez à votre quiz Ramon, vous devez partir voir mon patron. S'il me dit de faire, je le fais. Mais moi-même, je ne peux pas prendre la décision de faire ça. Les agents de l'état civil doivent faire face à de nombreux scénarios dans l'enregistrement des naissances. Monsieur Diallo, sa femme allait accoucher. Ils ont l'habitude de l'appeler Aminata à la maison. Donc quand elle allait à la maternité, on lui demande son nom, elle dit je m'appelle Diallo Aminata. Maintenant on vient faire la déclaration. Il savait que dans son extrait, c'est Diallo Nene. Pour ce cas, c'est le tribunal qui est habilité à trancher. La pièce qui montre qu'un enfant est né, c'est ça. Vous venez à un acte de naissance qui désigne une personne. Ouais, là, il y a confusion. Mais comme la loi prévoit tous ces cas de difficulté, on peut les résoudre. Vous vous rendez au tribunal, on vous produit un acte d'individualité. Je m'appuie sur ça pour déclarer l'enfant. L'acte d'individualité permet d'attester qu'une personne, dont l'ordre des noms a été écrit différemment sur ses documents administratifs, est bel et bien la même personne. Mais cette démarche est difficilement suivie par certains parents. La plupart de nos parents ont peur. Quand on parle de tribunal, ils ont peur du tribunal. Quand on leur dit allez, rendez-vous au tribunal pour un acte, ils ont peur. Ça veut dire que ce n'est pas facile, mais avec la sensibilisation, beaucoup commencent à comprendre que le tribunal n'est pas fait que pour mettre les gens en prison, ou bien pour incarcérer les personnes.
mais c'est fait pour traiter plusieurs actes. Le concerné du jour, lui, est prêt à affronter le tribunal. Vous avez deux possibilités, d'aller voir la sage-femme ou d'aller au tribunal. Quel est le choix que vous avez fait? Bon, je préfère d'aller au tribunal pour arranger là-bas et pour apprendre les nouvelles aussi. Puis je peux donner ça à la maison comme conseil pour les autres. Chaque jour, la mairie de Soubré enregistre une dizaine de mauvaises déclarations. Des parents qui exposent leur progéniture à l'état d'apatride. Parmi les plus exposés, les enfants abandonnés. En 2018, on estimait le nombre d'enfants abandonnés à près de 3000 selon l'INS. Dans ce centre d'accueil, situé en plein cœur de Soubré, Maïmouna s'occupe de ses enfants. Le centre accueille une quarantaine d'enfants. Parmi eux, des enfants abandonnés, des orphelins et autres enfants vulnérables. Ça, c'est un enfant orphelin partiel. Orphelin partiel, quand le père vit, on appelle ça orphelin partiel. Ça veut dire que du demain au lendemain, le papa va venir réclamer son enfant. Il y a l'accouchement. Mais ici, il y a combien d'enfants abandonnés? Il y a combien d'enfants orphelins? Bon, les enfants abandonnés là sont 20. Voilà, c'est eux qui sont beaucoup par rapport à les enfants partiels. Pendant longtemps, les enfants abandonnés avaient du mal à trouver une nationalité. Mais depuis 2013, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de 1961 relative à la réduction des cas d'apatridie. Désormais, un enfant retrouvé sur le sol ivoirien prend la nationalité du pays. Pour les procédures d'obtention des documents administratifs de ces enfants, une enquête s'impose. D'abord, on déclare l'enfant à la police. De la police à l'assistance sociale. De l'assistance sociale chez les HCR. Et maintenant, les HCR nous retrouvent ici pour faire enquête, pour connaître comment l'enfant est arrivé ici. Après avoir connu comment l'enfant est arrivé ici, ils établissent un petit dossier. Et puis on envoie ça à la justice. Il y a HCR à la justice. Après eux, ils prennent pour aller voir le président du tribunal qui est devenu le juge des enfants. Cette disposition juridique a permis à plusieurs enfants d'obtenir des actes de naissance et le fameux sésame. Ça, c'est les actes de naissance et les certificats de nationalité, acte de naissance et certificat de nationalité ivoirienne. Des enfants qui sont ici. Les enfants qui sont ici. Oh. Il y a 6 chez eux qui n'est pas encore arrivé. Ces enfants abandonnés ont retrouvé la joie de vivre grâce à cette ONG. Nombre d'entre eux ont repris le chemin de l'école. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'enfants ont été victimes du laxisme des parents. Leur avenir a été hypothéqué par ces derniers pour faute de déclaration à l'état civil. C'est le cas de Jean-Yves, que nous retrouvons à Abobo Baoulé. Jean-Yves fait partie de ces nombreux Ivoiriens qui n'ont pas eu la chance d'être déclarés à la naissance. L'acte pour obtenir la nationalité de son pays dès sa naissance n'a pas été posé par ses parents. Le jeune homme s'est vu même attribuer une autre identité. Mon parcours scolaire était un peu tumultueux parce qu'il faut dire, j'ai fréquenté d'abord sur l'extrait d'un de mes cousins. Et c'est avéré que cet extrait-là, lui aussi, il a pris aussi pour fréquenter. Pourquoi est-ce que vous avez fréquenté avec l'extrait de votre cousin? Pourquoi? Quand j'ai reçu, comment on appelle, un extrait de quelqu'un, je ne sais pas que j'ai reçu l'extrait de quelqu'un. C'est après avoir moi-même conçu que cet extrait-là ne m'appartenait plus, que j'ai su non, que ce n'était pas mon extrait véritablement. Et lorsque tu demandes à ta maman pourquoi je n'ai pas d'extrait, elle te dit que dans leur temps, il n'y avait pas à faire d'extrait. Cette identité autre que la sienne a bouleversé sa vie. Son parcours scolaire s'est arrêté en classe de 3e pour manque d'acte de naissance. J'ai fréquenté là-dessus
de la 6e jusqu'à en classe de 3e. Tandis que ce même extrait-là aussi figurait à l'école de mon cousin en question. Donc comme je n'ai pas eu le BPC, il me fallait maintenant refaire un extrait de 3 mois, d'attendre 3 mois pour revenir à l'école. Et je me suis rendu à Niamey pour tirer un extrait. Et ils m'ont dit là-bas comme ça que ton extrait n'est pas dans le registre, n'existe pas dans le registre. Et c'est quelle affaire n'existe pas dans le registre encore? On dit non, que ton extrait ne figure pas ici, donc il faut te faire un autre extrait. Donc de 2010 à 2019, j'ai été vers la terre, j'étais assis, je suis pas allé à l'école. Sans diplôme, Jean-Yves n'a pu réaliser son rêve d'enfance, intégrer l'armée ivoirienne. Un rêve brisé, en lien avec la négligence de ses parents. J'avais toujours rêvé d'être dans l'armée. Voilà. Parce que quand vous me regardez, la maison est bâtie là. Même si ton frère, même si ton papa est quelque part, tu as dit, ah, il y a vu un jeune dehors là-bas, là. Pardon, il faut le prendre, le mettre dans l'armée. À 35 ans, Jean-Yves ne pourra plus réaliser son rêve. Il a perdu plus de 30 ans de sa vie à la recherche de son identité. C'est en 2019, à l'âge de 32 ans, qu'il a pu obtenir un jugement supplétif. Musicien de métier, il essaie de reconstruire sa vie. Une reconstruction difficile, car l'homme n'arrive pas toujours à joindre les deux bouts. Que fait l'État pour cette réalité sociale? Notre enquête nous conduit au ministère de la Justice. Paul Koreki, conseiller technique du ministre de la Justice, chargé des questions d'apatridie, nous déballe les grandes lignes des lois prises par l'État pour freiner ce fléau. L'apatridie ne se présume pas, il faut la prouver. Et on s'est dit qu'on va faire comme la France et d'autres pays, on va mettre en place une commission d'éligibilité au statut d'apatride. Ce sont des magistrats, c'est des personnes qui ont l'expertise et les compétences. Le rôle de cette commission, ce n'est pas de donner nécessairement la nationalité ivoirienne, c'est de donner au moins une nationalité. Et cette commission va mener des enquêtes. Si vous êtes dans une communauté, on mène des enquêtes. Est-ce que vos parents sont issus de cette communauté? Quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont la nationalité? Enfin bref, et puis on essaie effectivement de vous déterminer la bonne nationalité, mais pas systématiquement la nationalité ivoirienne. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique qui dispose de cet appareil juridique. La Commission est le seul organe compétent à confirmer le statut d'une personne apatride. Créée en 2020, cette Commission nationale d'éligibilité au statut d'apatride est logée au sein de la DAARA, Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. La signature de ces deux arrêtés fait de la Côte d'Ivoire le premier pays dans la sous-région à se doter de ces organes. C'était très important et nous avons été félicités. Partout où nous sommes passés, aussi bien au cours de la réunion régionale que nous avons eue ici à Abidjan, comme à l'ESCOM à Genève. Vraiment, les gens ne tarnissaient pas d'éloges vis-à-vis de la Côte d'Ivoire pour son rôle pionnier dans la lutte contre l'apatridie. Ce matin, c'est l'ouverture de la première session. 3 dossiers sont sur la table. Une enquête préalable a été réalisée sur les 3 demandeurs. La commission doit statuer en toute confidentialité. Nos caméras ne sont pas autorisées à filmer les échanges. Nous avons reçu pour l'instant 3, c'est tout symbolique, 3 dossiers des gens qui demandent leur statut, connaissent leur statut apatride. Ces dossiers, tout à l'heure, ils sont en train d'analyser ces dossiers, et puis s'ils sont reconnus comme apatrides, on va leur accorder un statut. Ce statut-là va leur permettre quand même d'avoir des documents. Ces demandeurs pourront aussi bénéficier de l'assistance et la protection internationale. L'État ivoirien doit les aider à retrouver leur véritable nationalité. Peut-être ces personnes qu'on dit sans nationalité, peut-être qu'ils ont des indices, on voit des indices que ce sont des Maliens, que ce sont des Burkinabés. Et à ce moment, nous rentrons en contact avec leur ambassade ici pour leur demander de leur accorder les documents. Notre combat de faire en sorte qu'ils sortent de l'anonymat, des gens qui sont sans documents. C'est ça surtout. Ce progrès important aidera à protéger les apatrides en leur permettant d'exercer leurs droits fondamentaux
qui sont restés hors de leur portée depuis des décennies. Toutefois, malgré les efforts de l'État, le nombre des personnes à risque d'apatridie est encore considérable. Moïse est administrateur chargé de l'apatridie au HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce spécialiste pense qu'il faut accentuer les sensibilisations pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau. Le règlement des questions d'apatridie passe normalement par 4 piliers auxquels on a ajouté un 5e. Les 4 piliers de lutte contre l'apatridie, c'est la prévention, la réduction, l'identification, la protection. Et à ces 4 piliers, on a ajouté, comme je le disais, un 5e qui est la communication. Parce qu'il faut communiquer pour permettre à la population, n'est-ce pas, d'être informée de ce fléau-là et justement pour permettre aussi, même à ceux qui ne sont pas apatrides, de percevoir l'apatride comme étant une personne, n'est-ce pas, qui a la même dignité, qui a vocation au même droit que lui-même, pour éviter justement des traitements discriminatoires. Pour Moïse, l'État doit aussi faire un toilettage de ces textes, notamment le Code de nationalité, pour éviter les cas d'apatridie. La question de l'apatridie, en fait, ne se résout pas uniquement au regard des textes sur l'état civil. Elle doit également être appréciée au regard des textes sur la nationalité. En Côte d'Ivoire, on vous dit, pour avoir le certificat de nationalité qui confirme votre nationalité en tant qu'Ivoirien, au-delà des documents d'état civil, il faut produire un document du parent ivoirien dont vous vous prévalez, qui établit que lui-même était déjà ivoirien. Ça veut dire que si le parent lui-même, quoi qu'étant ivoirien, quoi qu'étant d'une nationalité indiscutée, n'a pas un document qui confirme que lui-même il est ivoirien, vous comprenez que ça va rejaillir sur l'enfant. Donc il y a quelques dispositions qui ont été identifiées également dans le code ivoirien qui peuvent être des sources d'apatridie. L'apatridie, ce fait social considéré dans le monde comme une atteinte au droit sacré à une nationalité, continue de faire des victimes dans le monde. Ces apatrides vivent sans protection. Ils n'ont accès à l'éducation, aux soins de santé, aux opportunités d'emploi pendant toute leur vie. En Côte d'Ivoire, il y a une lueur d'espoir. L'État a pris la question à bras-le-corps avec la création de la Commission nationale d'éligibilité au statut d'apatride. Le pays est engagé à éradiquer ce fléau sur son sol. Toutefois, une sensibilisation, surtout dans les zones rurales, sur la déclaration des enfants à l'état civil s'impose. Alors ça reste quand même très étonnant de voir tout ce monde qui vit sans papier, sans nationalité et qui est exposé à autant de difficultés au quotidien. Et pour en savoir plus, Mélina, tu as rencontré le conseiller du garde des Sceaux en charge des questions de nationalité et d'apatridie, Paul Korecki, dans cette interview qu'on va découvrir maintenant. Monsieur Paul Korecki. Bonjour, Merci madame. de m'accueillir dans votre bureau Ouais. pour discuter de ce sujet si important qui est l'apatridie. D'accord, merci. Asseyez-vous. Merci. Monsieur Korecki, vous êtes en charge des questions de nationalité et d'apatridie au sein du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. En Côte d'Ivoire, on compte 1 600 000 apatrides ou à risque d'apatridie. Pourquoi une telle ampleur du phénomène dans le pays? Alors, 1 500 000, c'est un chiffre de planification. 600 ou 500? 500 ou 600, c'est un chiffre de planification. Et on entend par chiffre de planification, c'est une estimation. Et ce chiffre de planification, il a évolué. Il a évolué parce qu'on a commencé à mener des actions d'identification des apatrides en Côte d'Ivoire en 2009-2010. Et à l'époque, on avait identifié environ 900 000 personnes qui pouvaient se trouver en situation d'apatridie, avérée ou exposées, comme on dit, au risque d'apatridie. Alors, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées depuis l'époque. On a résorbé un grand nombre et on a essayé de revoir également nos critères d'identification de la personne, des personnes qui rentraient dans le canevas
dans notre jargon, on appelle ça pilier des apatrides. De manière objective, hein, si je dois répondre, bon, je ne vous cacherai pas qu'il y a sûrement des obstacles dus à de mauvaises pratiques de certains agents de l'administration. Mais ce n'est pas ça qui explique. Contre lequel on lutte pour régler ces problèmes, c'est surtout le manque d'information ou le fait que les populations accordent très peu d'importance à un certain nombre d'actes hein, ou un certain nombre de faits comme l'enregistrement à l'état civil. Bon, et la question qui nous est souvent posée, lorsqu'on est à l'étranger, on dit mais ils ne sont pas déclarés à l'état civil, comment ils font? Pas compliqué, ils fraudent. Donc là, quand on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens ou de non-Ivoiriens qui ont des extraits de date de naissance appartenant, c'est-à-dire subtilisés à tierces, un frère ou un cousin, peut-être que vous connaissez des cas comme ça. Et il y en a même vu dans le reportage. Comment? On a même vu dans le reportage. Voilà. Mais ça, c'est justement parce que c'est possible. Si ce n'était pas possible, toutes ces personnes se seraient fait déclarer à l'état civil parce que le possible d'avoir des papiers autrement, ils le font. Alors, vous me direz que peut-être qu'on ferme les yeux. Bon, ça, je ne saurais pas le dire. Il faut les attraper. Mais ce qui est sûr, c'est que le constatant, là encore, le ministre de la Justice, sur les rapports qui lui ont été transmis, a dit, mais ce n'est pas compliqué, je veux faire proposer une loi, justement, permettant à toutes ces personnes de régulariser leur situation. Il y a une loi qui a été prise en 2018, qui a été prorogée encore de 3 ans, et qui est même une loi amnistiante qui permet à toutes ces personnes qui ont fraudé hein, ou qui utilisent des actes de naissance appartenant à la tierce, de se faire enregistrer normalement. Donc, ces personnes n'ont pas d'excuses. Il y a eu quand même un grand nombre de personnes qui ont appliqué ces lois, hein, et c'est en train de se régler. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et par contre, ça, je peux vous le dire, hein, sans sourciller, que dès qu'on constate, on identifie un problème, on essaie de trouver des solutions. Et la solution, ça peut être justement en regardant du côté de l'administration, du côté de la population, ou du côté même des tests. Peut-être que le test est imparfait. Donc on a touché à beaucoup de lois, on les a reformées, on a mis en place un certain nombre de mesures permettant aux populations, aux justiciables, de dénoncer ou de ne pas être bloqués par des problèmes administratifs. Quelles réformes juridiques et institutionnelles ont été mises en place pour lutter contre l'apatridie en Côte d'Ivoire? Alors, on a eu la conférence régionale en 2015, mais il se trouve qu'on a commencé bien avant. D'abord, la première chose qu'on a eu à faire, c'est de ratifier les 2 conventions sur l'apatridie en 2013. Il y a la convention de 54 relative au statut des apatrides, et puis la convention de 61 portant réduction des cas d'apatridie. On l'a fait en 2013. Ensuite, en 2013, on a pris une loi, et ça a été salué, portant acquisition de la nationalité par déclaration ouverte aux personnes nées sur le sol ivoirien ou aux personnes arrivant en Côte d'Ivoire avant l'indépendance, ainsi que à leurs descendants. Et ça, c'était pour permettre à tous les immigrés de longue date et des enfants d'immigrés d'acquérir la nationalité ivoirienne. Le nombre de certificats qui ont été signés, je dirais, est disproportionné par rapport à la population cible, justement parce que lorsque, il se trouve que c'est moi qui étais responsable de la conduite de cette opération, on a reçu 123 810 dossiers. Mais dans les 123 800 dossiers reçus, dès le premier examen, il y avait près de 30 000 qu'on a été obligé de mettre de côté parce que soit ils n'étaient pas enregistrés à l'état civil, ou soit manifestement, c'était des faux extraits d'acte de naissance. Donc ça pose le problème de l'importance de l'extrait d'acte de naissance. Ensuite, on a continué nos enquêtes. Il y a beaucoup d'extraits d'acte de naissance qui faisaient mention de jugement supplétif. Et je suppose que ces pétitionnaires ne pouvaient pas penser qu'on avait des moyens de contrôler si effectivement les références du jugement étaient bons ou mauvais. Mais en contrôlant,
il y avait 50% qui étaient encore des faux. Bon, c'est tout ça qui a un peu plombé l'opération en termes de chiffres. Où en est le projet, le programme d'identification des personnes apatrides aujourd'hui? Combien ont pu être identifiés à ce jour? La première phase, c'était ce qu'on appelle une identification de prima facie, c'est-à-dire que collective. Bon, donc on avait identifié à l'époque 4 groupes de personnes susceptibles d'être des apatrides ou à risque d'apatridie. On avait les enfants nés de parents inconnus, on avait les immigrés historiques de longue date et leurs enfants, dont certains avaient eu des certificats, bénéficié de décrets collectifs de naturalisation de 1995. On a également toutes les personnes non enregistrées à l'état civil, hein, qui, en réalité, vu qu'ils n'étaient pas enregistrés à l'état civil, n'avaient pas de moyens de demander un certificat de nationalité. Donc, jusqu'à ce qu'elles soient enregistrées et puissent produire un certificat de nationalité, on ne pouvait pas savoir si ces personnes étaient apatrides ou n'étaient pas apatrides. Apatrides parce qu'elles n'avaient pas de nationalité ou d'un autre pays. C'était ce qu'on appelle les bêtises de la colonisation. Tout ça, ça a été réglé au fur et à mesure, ça a été réglé soit par des tests qu'on a eu à prendre. Et c'est à partir de 2015, lorsqu'il y a eu cette conférence régionale, on a demandé à tous les pays signataires d'adopter un plan d'action national d'éradication de l'apatridie. Quel bilan faites-vous depuis 2015? Autosatisfaction, je dirais un bilan positif. Un bilan positif. Il faut solliciter quand les résultats sont là. Oui, parce qu'on a, tout à l'heure, on a parlé de la Commission nationale d'éditer au statut d'apatride. Mais il n'y a pas foule. Il n'y a pas foule, ce qui explique, mais il y a des... Bon, c'est cette commission... Combien ont pu bénéficier de ce statut aujourd'hui? Alors, c'est récent, hein. Ça démarre, donc vu que ça démarre, c'est récemment, hein. Il a fallu installer la commission, les membres, donc c'est maintenant qu'on aura les premiers résultats. Mais quand je dis il n'y a pas foule, c'est parce que d'abord beaucoup de cas ont été résolus, bon, il y a un problème de publicité, mais ce ne sera pas 1000, 2000 personnes qui vont aller demander le statut d'apatride, parce que on a eu une étude assez sérieuse en 2018 qui s'appelle la cartographie, enfin étude portant sur la cartographie des personnes apatrides et à risque d'apatridie. Et cette étude, qui était quand même une étude assez sérieuse, a dénombré seulement 30 000 personnes à risque très élevé d'apatridie, c'est-à-dire qui sont susceptibles des apatrides. Le reste étaient des personnes exposées au risque d'apatridie. Et effectivement, c'est cette étude qui a fait ressortir les fameux 1,5 million dont vous parlez. Mais entre-temps, il y a eu des mesures, bon, ça a été... Sur quels critères peut-on bénéficier de ce statut d'apatride? Bon, il n'y a pas de critères précis, puisque c'est une commission qui regroupe en son sein plusieurs membres. Et qu'est-ce que ça apporte aussi, surtout à ceux qui bénéficient de ce statut? Alors, l'apatridie doit être une situation précaire. On n'est pas apatride à vie. Bon, mais comme toute personne... On a vu dans le sujet, bon, il y avait une personne qui était très âgée, qui n'a jamais eu de papier, ça n'a jamais été de nationalité de sa vie, et donc il a eu une vie plutôt très sédentaire. difficile. Voilà. Alors, donc c'est justement pour ça qu'on crée une commission d'édition au statut d'apatride pour donner, un peu comme les réfugiés, une carte d'apatride. Mais cette carte doit avoir une durée provisoire, en attendant que la commission essaie de trouver une solution, soit de confirmation de nationalité, parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité la personne avait une nationalité, soit l'acquisition de nationalité. Là, par exemple, on a ce qu'on appelle un bureau central de la naturalisation, qui permet à cette personne de sortir de ce statut provisoire. Mais en attendant, tout comme vous avez une carte nationale d'identité, les étrangers ont une carte de résident, il y en a qui ont une carte de séjour, passeport, enfin, il y en a qui ont un document qui leur permet d'accomplir les actes de la vie civile. Cette statut d'apatride vous permet d'avoir une carte qui vous permet d'accomplir en attendant que... Voilà, et tout le reste... Parce que... Trouver un emploi. Voilà, c'est terrible, hein. Et c'est pour ça que les gens fraudent. Parce que celui qui n'a pas de papier, et ça, vous pouvez infirmer ou confirmer ce que je dis,
Ne serait-ce même que d'avoir un compte OM. Je ne sais pas comment il va le faire. D'avoir même maintenant, depuis un certain temps, d'avoir un numéro de téléphone. Il ne pourra pas pratiquement rien faire. Il ne peut rien faire. Bon, à plus forte raison, banque et tout le reste. Voyager, à la banque, voilà. Aller à l'école. Absolument. Alors ceux-là, se marier, je ne sais pas quoi. Et ceux-là, ils fraudent. Mais maintenant qu'ils ne peuvent plus frauder comme avant, puisqu'on a digitalisé tout ça là, ah ben, c'est là où ils se rendent compte, ils vivent les affres de la patrie. Voilà. Merci, monsieur Paul Korecki. Est-ce que vous avez peut-être un message à lancer ce soir aux futures mamans, aux futurs parents, pour justement éviter que la Côte d'Ivoire puisse avoir sur son sol d'autres cas d'apatridie ou des personnes en tout cas à risque d'apatridie? Comme je vous le disais en termes de mission en me présentant, je disais que j'étais chef de projet, UNHCR, ministère de la Justice, prévention apatridie. Donc je parle de cas de réduction de cas d'apatridie. Alors la prévention apatridie, c'est exactement, ça va dans la ligne droite de ce que vous me posez, c'est qu'on appelle que toutes ces femmes, que toutes ces mères, et même également les pères, possèdent la déclaration de leurs enfants à l'état civil. D'abord la première pièce qui leur donne une existence juridique et qui permet par la suite de leur, plus facile, de leur donner une nationalité. Pas nécessairement la nationalité ivoirienne, mais une nationalité s'ils sont d'origine étrangère, parce que le problème se pose. Et nous sommes le gouvernement. Le gouvernement, il y a un plan d'action nationale, un plan mondial d'éradication de la patrie d'ici 2024. Et tout ce qui a été pris comme mesure, on est en bonne voie. Bon, il y aura peut-être des cas résiduels, mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement joue sa partition, a joué sa partition, beaucoup de mesures qui ont été prises, qui ont coûté beaucoup d'argent. Il y a peut-être d'autres mesures qui ont été prises, mais maintenant, c'est aux populations de s'en approprier pour que au moins la déclaration d'état civil, qui est le premier fait le plus important, chose qui est le fait des parents, et puis le reste va suivre. Merci infiniment, monsieur Paul Korecki. Je rappelle que vous êtes conseiller technique du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargé des questions de nationalité et d'apatridie. L'état civil. Parce que les trois sont liés, nationalité, état civil et apatridie. Exactement. Merci infiniment. Je vous en prie, madame. Pour la seconde partie de notre soirée, nos équipes ont infiltré l'univers très secret des voyants, guérisseurs ou encore marabouts. Ces derniers promettent de vous enrichir ou encore de faire chavirer l'être aimé, et ce à travers des sciences occultes que seuls maîtrisent. Ont-ils de vrais pouvoirs ou sont-ils des charlatans? Quelles sont leurs méthodes? Que valent ces pratiques? Y a-t-il aussi des dérives? Voyez ce document exceptionnel que vous proposent Patrick Brédé et Roméo Tapé. Cette dame est visiblement tourmentée par des événements qu'elle a du mal à s'expliquer. J'avais fait un foyer, là, j'étais avec un corps habillé. Bizarrement, il ne m'avait rien fait. Il m'a doté tout. Et après, j'ai vu que vraiment ça n'allait pas. Et puis je l'ai laissé. J'étais là jusqu'à après. Je suis parti vers un homme encore. C'était la même chose là. À Divo, je suis revenu sur Abidjan. Vraiment, j'ai travaillé. Jusqu'à présent, mais je travaille les moments difficiles encore. À travers moi-même, mes enfants, mes propres enfants aussi. Ça ne va pas du tout. Face à Ouya, un conseiller spirituel recommandé par une amie, elle livre son intimité et cherche des réponses à ses rêves. La nuit, quand je dors comme ça, là, ils vont venir vers moi. Très souvent, ils viennent me donner la chair de l'homme, mais je refuse. Ça seulement là, je refuse de prendre. Ils viennent très souvent, c'est mon corps là, ils prennent pour aller travailler jusqu'à quand ils reviennent comme ça là. Je ne peux plus me lever. Quelques minutes d'écoute. Le regard figé sur sa patiente et le diagnostic est établi.
La base même du problème, c'est la sorcellerie en fait. Voilà, la sorcellerie et des mauvais esprits qui la fatiguent. Et il sent aussi la présence d'un mari de nuit. À 30 ans, Oya prétend que le divin lui permet de livrer bataille contre les ténèbres dans la vie de ceux qui le sollicitent. Tout le monde a besoin d'un bon désenvoûtement dans la vie. Tout le monde a besoin de ça. Ce qui fait notre force dans la vie, la puissance provient de quoi? La puissance de ton étoile. Ton étoile est comment? L'être humain doit pouvoir se laver au minimum une fois dans le mois. On n'a pas besoin d'attendre qu'un sorcier nous attaque pour aller chercher la solution. Apporte-moi tes mains. Lance tes mains. Pour retrouver la sérénité et une vie plus radieuse, des produits à base de plantes au pouvoir réel ou supposé sont prescrits par Oya. Après t'avoir écouté, tu auras besoin d'un savon, un parfum et de l'encens. Je t'explique. Le rôle du savon. Le savon va purifier ton étoile. Il va te désenvoûter de tout ce qui est négativité. Tu te laves d'abord avec le savon, tu fais la fumigation de l'encens avec couverture. Tu mets une couverture sur toi, tu fais au moins 2 minutes. Si tu peux faire 1 minute 30, 1 minute, pour que la fumée puisse t'imprégner. Voilà, ça va dégager ton aura, ça va purifier ton aura. Tous les mauvais esprits qui rôdent autour de toi seront chassés. Tu peux aussi mettre tes mains dessus, sur la fumée aussi, puis tu fais tes prières personnelles. Tu fais toi-même tes prières, tu demandes la libération. La libération de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Le kit bonheur coûtera tout de même 18 000 francs CFA à sa patiente. Qu'à cela ne tienne, la voyance, elle y croit. Vous y croyez? On vous a donné les trucs. Bon, on essaie. On essaie. Ça va marcher, ça va pas marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Vous croyez vraiment que ces choses ont des... Je crois. Oya reçoit entre 3 et 4 patients par jour. Ce patient a du mal à trouver du travail. En plus du kit de désenvoûtement, il reçoit un talisman, un gris-gris. Voilà. Donc, voici le talisman. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ton talisman. Et son rôle, ça sert à quoi? Le rôle de ce talisman, c'est de le protéger des forces négatives. Voilà, de certaines forces négatives. Les forces maléfiques, les forces démoniaques. C'est un objet de pouvoir. C'est un objet qui a été chargé énergétiquement. Ça peut être par la pensée, ça peut être par des puissantes formules qu'on appelle mantras. Ça peut être par des prières. Voilà. Amour, travail, pouvoir, protection, quête de célébrité et richesse sont les sujets de prédilection des arts divinatoires. Les voyants, guérisseurs et diseurs de bonnes aventures censés apaiser les angoisses, éclairer le futur de leurs adeptes, sont devenus les rois d'un nouveau business en plein essor. C'est au marché d'Adjamé, au milieu de ces essences, que Mouna vient chercher les ingrédients de ses potions magiques. Mouna a toujours le même rituel. Sentir, toucher avant de choisir entre 1001 plantes. Cette plante que vous voyez là, on l'appelle Tim Tim. C'est une plante qui désenvoûte. Voilà, ça débloque tout dans la vie. On peut l'utiliser même avec les citrons que vous voyez là. Pour le bain. Pour le bain, voilà. Tu mélanges les deux, tu fais bouillir, tu te laves et puis pendant un certain temps, tu vois que tout commence à se débloquer dans ta vie. Maman, bonjour. Bonjour ma fille, ça va? Oui, ça va. Elle travaille. Ça va. Et voilà les plantes là. Il y a Isop, non? Oui, il y en a. Non, pour 1000 francs. Il y a
Dans le monde enchanté des sortilèges, Mouna serait une sorcière bien aimée. Entre ses mains, feuilles de laurier, basilic, clous de girofle, citron, sont transformés en potions magiques capables, selon Mouna, de changer la vie. Il y a des plantes qui donnent du charme, qui attirent, les plantes d'attirance. Ça, comme ça, c'est une plante d'attirance. Hein. Tim, c'est une plante d'attirance. Voilà. Parce que quand tu te désenvoûtes là, normalement, une femme doit attirer. Mais quand tu n'attires pas, c'est que tu as un problème spirituel. Du coup, quand tu te laves, quand tu te débloques là, tu attires forcément. Donc, toutes ces plantes-là aussi jouent le rôle d'attirance. Elle affirme avoir découvert le pouvoir des plantes au contact de sa grand-mère. Côté financier, travail, côté même amoureux, tout était bloqué. Donc, lors des vacances, je suis allée au village voir ma grand-mère. C'est celle-ci qui m'a montré des plantes. Quand je lui ai expliqué mon problème, elle m'a montré des plantes avec lesquelles je devais me laver, que ça désenvoûtait. Mais au début, je n'étais pas trop patente, mais j'ai fini par essayer de voir ce que ça allait donner. Et c'est là que mon amour a commencé pour les plantes. Dans une société où les légendes et les superstitions sont bien présentes, Mouna a trouvé son credo. Tout est mystique en Afrique ici. Voilà, les gens ont tellement de problèmes, surtout en Côte d'Ivoire. Comme moi, je suis en Côte d'Ivoire, je vois l'expérience de beaucoup de jeunes qui sont dans les difficultés aujourd'hui. Blocage partout. Donc, j'ai fait de cela un business. Comme on m'a aidé, moi aussi à mon tour, je voudrais aider la jeunesse ivoirienne, toutes les personnes qui ont des problèmes spirituels. Bon, maman, à la prochaine. Merci. Hein? Merci. Sur le chemin du retour, elle récupère d'autres ingrédients pour ses prochains élixirs d'amour et de séduction. Je viens de récupérer la sauge blanche qui vient du Niger. Ça, c'est un puissant désenvoûtement et puis retour d'affection. Maintenant, il y a des parfums. Des potions propres à inspirer et protéger l'amour coûte que coûte. Souvent, il y a des personnes de mauvaise foi qui mettent des trucs pour vous séparer parce qu'ils ne veulent pas vous voir ensemble. Ou bien il y a des femmes qui veulent vous arracher vos hommes. Il y a tout ça. Donc c'est pour ça que moi j'interviens. Parce que je n'aime pas l'injustice. Vous pensez que c'est de l'injustice? Oui. Mais des gens peuvent se séparer? Non, pourquoi? Les gens qui se sont aimés naturellement au départ, ils ne peuvent pas se séparer. Ils ont décidé de vivre le restant de leur vie ensemble. Ils ne peuvent pas se séparer s'il n'y a pas de problème. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Mouna dans son chaudron magique. La Vénus des sortilèges s'apprête à donner une autre vie à ses bayas achetés auparavant. Notre silence est requis pour ne pas perturber l'alchimie. On passe de l'essence bleue à la noire, puis à la rouge, avec toujours des incantations à peine audibles. Ça, comme ça, c'est l'huile de l'hysope que vous voyez là. Voilà. Je suis en train de faire comme ça un produit d'attirance. Donc, je mélange avec l'encens là. Et puis, je mets ça. Ça, c'est mon petit secret que je ne vais pas dévoiler. Ça vient du Burkina. Voilà. Je ne peux pas tout dévoiler à la caméra. Alors qu'elle nous montre ses autres produits, nous découvrons l'un de ses secrets qu'elle va très vite dissimuler. Voilà, vous voyez, tout ça, tout ce bazar-là, c'est les produits faits à base de plantes, les huiles, les encens, tout ça là. Tout ça là. Les savons déjà fabriqués à base de plantes. Il y a des pommades aussi fabriquées à base de plantes. Ça, c'est quoi, des incantations? C'est des paroles? Je vois que c'est écrit... oui, c'est la parole de Dieu. Petit incident vite oublié. L'interview peut continuer. Vous voyez dans le seau, non? Je vous ai dit que c'était fait à base de plantes. Ça, c'est laurier que vous voyez dedans.
Et puis on a fait un encens aussi. Puis il y a un parfum aussi fabriqué à base de plomb. Et ça doit faire quoi? Ça, c'est retour d'affection, déblocage. Au moment de parler de la nature de certains de ses clients, une de nos questions dérange. Est-ce que vous recevez des hommes politiques ou des hommes autres que des hommes on va dire des hommes de Dieu, des pasteurs, des imams? Bien sûr. Qui vous recevez ici? C'est pour ça que je vous ai dit, je reçois tout type d'hommes ici. Il y a des pasteurs qui viennent ici, il y a des hommes puissants même qui viennent ici. Faut pas y dire. Le garde du corps jusqu'ici invisible s'invite dans les échanges, pendant que notre caméra est toujours allumée. Mais non. Est-ce que réellement des pasteurs viennent? Les pasteurs viennent, mais on ne peut pas afficher. Oui, mais on ne dira pas, donnez-nous les noms, il va me dire, dis pas, mais si les pasteurs viennent, ça ne peut pas dire que les pasteurs viennent pas. Donc tu dis tout le monde vient. Tout le monde c'est qui? Nous tenons à en savoir plus. Quel que soit le type de personne qui est devant nous, c'est notre travail, c'est mon travail. Des artistes. Tout le monde. Voilà. Je préfère taire les noms, tout le monde. En tout cas, sachez que nous sommes ouverts à tout le monde. Tout le monde vient ici pour prendre des produits. Et nous, ici, on ne regarde pas la classe sociale. Qu'est-ce qu'un artiste viendrait, par exemple, chercher chez vous? Bon, la popularité, se faire aimer, c'est pas mauvais. Se faire aimer par ses fans, c'est pas mauvais. Et vous lui conseillez quoi quand il vient? Bon, les produits d'attirance toujours et puis de déblocage, des produits pour attaquer la personne. Si par exemple il y a une personne qui veut l'attaquer, on lui donne les produits pour bloquer ça aussi. Il y a tout ça là. Voilà, nous sommes là, dans le paradis. C'est dans ce paradis que Mouna garde l'essentiel de son trésor. Ça, c'est le parfum rue Marconi, zone 4. Ça, c'est une attirance, forte attirance en fait. Voilà, ça, quand tu mets pour les filles, les jeunes filles qui veulent attirer les grands types, tout ça. Voilà, c'est ce parfum-là. Il y a le petit mouton aussi. Voilà. Lui, c'est un produit collé serré. Ton homme s'en fout de toi, il met foutaise sur toi, il te fait des trucs. Tu mets ça, quand il est avec toi, tu frottes ça sur toi. Il sent l'odeur, tu dis son nom dessus 3 fois. Quand il sent l'odeur, il est collé. S'il veut passer à l'acte, tu mets un peu. C'est fini, il est collé. Vous vendez pour combien en produits par mois, par semaine? Bon, on peut estimer par jour. Par jour, on peut vendre 50, bon 100 000 comme ça. Hein. 100 000, 150, 200 000. Des secrets qui se négocient entre 5 et 30 000 francs CFA, c'est ce genre de produit que vient chercher cette cliente après quelques brouilles dans son couple. J'ai retrouvé mon homme. J'ai le sourire aux lèvres. Vraiment, il s'occupe maintenant de mes enfants. Mais je veux encore mieux parce que les hommes, on ne sait jamais. Je veux bien l'attraper. Sceptique au départ, la cliente dit avoir retrouvé la paix dans son foyer. Vraiment, je ne croyais pas à tout ça, mais j'ai dit bon, qui ne tente rien n'a rien. Donc, c'est comme ça que je suis venue. Et elle m'a donné des produits. Aujourd'hui, en tout cas, mon homme est revenu. Mais aujourd'hui encore, je veux encore renforcer ma relation. Je ne veux même pas qu'il m'échappe. Ce que j'ai subi là, je ne veux plus subir ça encore. Plus jamais. Donc, je suis venue renforcer encore. Vous ne craignez pas? Je ne crains pas. J'ai confiance. En tout cas, moi, je n'ai même pas le doute. J'ai confiance en ces produits. Elle m'a dit que c'est des plantes naturelles, donc je crois à ça. Vous êtes prête à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vraiment, elle a sauvé mon foyer. Donc, vraiment, si je pouvais faire des choses même pour lui remercier, j'allais faire. L'activité est très rentable.
Mouna peut vendre jusqu'à 300 000 francs CFA de produits par jour. Dans ce business, les boutiques ésotériques habituellement très fermées tendent à se démocratiser. La famille Bamba tient sa principale boutique depuis plus de 20 ans. Tu vas. Ok. Ah, papa. Ouais. Bonjour. Salut. Comment tu vas? Ça va. Un peu. Ouais, c'est une très belle chemise. Hein. Merci. D'accord, je mets des choses d'abord avant de rentrer. Et pourquoi? Ah, ben, c'est un principe. Hein. D'abord, ce bureau est utilisé pour faire des travaux. Il y a des travaux spirituels qu'on fait dans ce bureau, mais en dehors de ça, ça nous permet d'être connectés à la terre. Vous savez que la terre absorbe tout ce qu'il y a comme négativité. Donc quand on enlève les chaussures, la terre aussi absorbe nos négativités, tous nos soucis, nos problèmes. Voilà, donc pour nous, à la boutique ésotérique Home, il y a des endroits où nous ne rentrons pas les chaussures, surtout les endroits où nous méditons, nous prions pour les gens. Tout en restant accroché à ses saints sacros principes, la boutique a pris des allures de showroom pour décomplexer ses rapports avec le grand public. Pour comprendre la baisse de régime dans ses affaires, cette dame qui souhaite tout de même garder l'anonymat est venue se faire consulter comme dans une clinique. Je suis là pour une consultation. Une consultation. Parce que ces temps-ci, je vois que il y a un peu de recul dans mes activités. D'accord. Je vais venir faire une consultation pour voir s'il n'y a pas eu attaque ou autre. Du service? Oui. Ok, d'accord. Donc on va remplir rapidement votre fiche. D'accord. Le maître ici, c'est Seydou Bamba, fondateur de la boutique ésotérique. À travers des formes et figures, il consulte l'état spirituel de la dame. Vous devez stopper l'enregistrement. Voilà, on ne peut pas filmer, il y a des parties qu'on ne peut pas filmer. Voilà. Ce sont des figures un peu sacrées, on ne peut pas tout filmer. Après 20 minutes de consultation, nous sommes à nouveau autorisés à filmer. Au niveau de la chance, il y a un petit blocage. Voilà, c'est un petit blocage, mais ne vous inquiétez pas. C'est des chiffres symboliques, par exemple le 2 qui représente tout ce qui est chance et tout ça. Le 10, c'est tout ce qui est ta vie et tout et tout. Le 7 aussi peut parler de ton foyer. Le 8, c'est tout ce qui est blocage en toi. Même en Afrique, au temps de Mahomet, cette pratique était faite. Il y a, même en Europe, ils ont les manières. En Chine, disons que c'est une pratique universelle. Voilà, c'est une pratique universelle. Et c'est ce qui va faire la différence en pratiquant, c'est l'intuition que vous allez prendre maintenant pour interpréter les chiffres. La boutique privilégie aussi l'écoute. Il y a des personnes qui rentrent à la boutique et lorsqu'ils sortent, ils sont complètement guéris. Je vous assure. Ils sortent, ils sont complètement guéris. On a eu des cas d'un peu Et votre rôle, c'est quoi exactement? C'est de déjà travailler sur le mental de la personne à partir des différentes connaissances qu'on a au niveau du développement personnel, à savoir la PNL, le lâcher-prise, la pensée positive, un peu de tout. Donc c'est de chercher à orienter le mental de la personne vers le succès, simplement. À partir, comme je l'ai signifié, d'affirmations positives. Et vous savez déjà, parler, ça fait du bien. Parler de ses problèmes, déjà, ça fait du bien. Le succès de la boutique a depuis permis à la famille Bamba d'ouvrir une autre enseigne. Faute de données fiables, il est aujourd'hui difficile d'évoquer le poids économique du marché de l'occulte. Mais le nombre croissant d'hommes et surtout de femmes qui ont recours à divers services dans le domaine de la voyance, du spirituel et de l'occultisme est le signe que l'activité se développe en Côte d'Ivoire. La multiplication des offres et services, notamment sur les réseaux sociaux, attire beaucoup de faux diseurs de bonnes aventures.
De ces nombreuses offres, l'une va retenir notre attention, le bédou magique. Un porte-monnaie capable de produire plusieurs milliers de francs CFA par jour. Des vidéos en font même la démonstration. C'est dans ta main. Ok. Quand tu es venu ici, tu es content ou bien tu ne peux pas être content? Hein? Je suis content. Tu es content? Nous avons essayé de contacter quelques-unes de ces pages, histoire de comprendre comment fonctionne cette pratique. Veuillez rappeler ultérieurement. Après plusieurs tentatives, c'est sur WhatsApp que nous établissons un contact direct avec l'un des supposés fabricants de bédou magiques. Allô, bonjour monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Et vous? Ça va bien. Alors, j'ai vu votre numéro sur Facebook par rapport au bédou magique là. Je voulais faire aussi. Il n'y a pas de problème. Ouais. Comment ça se passe? Comme je suis un peu occupé, on va poser par écrit. Vous allez m'expliquer comment ça se passe? Pour 2000 francs, le féticheur nous promet jusqu'à 800 000 francs de gains par jour. L'aventure nous tente, nous décidons de lui envoyer les 2000 francs. Malgré l'autorisation des génies, nous attendrons en vain notre porte-monnaie magique, avec à chaque fois une nouvelle sollicitation financière. Derrière ces pages se cache une supercherie entretenue par des escrocs. Ces pratiques mystérieuses alimentent toutes sortes de fantasmes. C'est au Bénin, plaque tournante de ces pratiques occultes en Afrique de l'Ouest, que cet ex-brouteur s'est rendu pour espérer la gloire et la richesse à seulement 21 ans. On l'appellera Gaspard pour préserver son identité. Ce qui nous animait, c'était d'abord la richesse, le pouvoir et être connu. Être connu de tous. C'est ainsi que j'ai pris la direction du truc, du Bénin, de bouche à oreille. Parce que là-bas, j'avais te dit qu'il y avait un fétiche du nom de Kenessi, qui comment on appelle ça, qui procure en tout cas beaucoup d'argent. Mais je n'étais pas informé sur les conséquences. Voilà, je voulais coûte que coûte avoir le fétiche. Parce que je connaissais des gens qui avaient ça, qui étaient hyper riches. Donc je voulais soit être à leur niveau ou soit même les dépasser. Cupide, l'escroc des réseaux sociaux participe à toutes sortes de rituels. Sacrifice de vierges, adoration nocturne pour envoûter sa victime. À partir de minuit que tous les mauvais esprits sont dehors. Voilà. Donc c'est là on se mettait nus, le féticheur et moi, pour adorer. Donc souvent on vient avec des hiboux, moutons. Gloire, amour, puissance sont les seuls souvenirs de la 50aine de millions dilapidés. Comme dit l'adage, bien mal acquis ne profite jamais. Dans le milieu, entre nous, c'est la concurrence en fait. Voilà, c'est la concurrence dans les boîtes de nuit. Jeter l'argent sur les DJ, les femmes, la belle vie, aller à signer les week-ends. Quand tu vas en boîte, là, il y a des gens qui te lancent des défis aussi là-bas. Donc tu as 6 millions sur toi. Si le gars il est en forme que toi, tu es obligé de tout gaspiller pour montrer que tu as puissance aussi. Donc c'est un peu ça le mode de vie quoi. Voilà. Donc du coup, tu peux pas. Si tu n'es pas sage, tu ne peux pas réaliser. De retour à Abidjan, son fétiche grandit et les sommes encaissées sont de plus en plus importantes. Ça commence à me faire peur parce que il savait que le fétiche là, ça boit du sang humain. Donc arrivé peut-être où j'ai touché peut-être les 50 000 €, ça maintenant j'ai pas peut-être payé les poches de sang
en business les poches de sang au CHU. On partait payer les poches de sang en business et ils nous donnaient ça. Donc j'ai commencé à nourrir le fétiche jusqu'à arriver un moment, je sentais que là, ça allait peut-être me demander peut-être ma mère. Donc chaque fois qu'il dort là, je suis plus trop en paix quoi. Je suis plus trop en paix. Je sais qu'il partait loin. Je sais que c'était devenu risqué maintenant. Traumatisé, Gaspard est hanté par l'idée d'une mort imminente. Cette confession est peut-être un exécutoire pour refermer les portes du paranormal. Religion traditionnelle, société secrète et cercle initiatique constituent un monde à part, dont les liens avec nos sociétés sont à la fois complexes, étroits et souvent pleins de mystères. Pierre, quel est ton avis sur ces pratiques? Est-ce que tu as déjà eu envie d'avoir recours à des voyants ou à un marabout, un guérisseur peut-être? Absolument pas, je peux comprendre que l'on puisse être tenté. D'ailleurs, pendant tout le temps où Patrick Brédé travaillait sur ce reportage, j'ai essayé de poser de nombreuses questions, ma curiosité. Et voilà, je suis content de découvrir ce travail-là aujourd'hui et de lui poser plus de questions donc, sur ce plateau. Eh bien, sans plus tarder, on va accueillir Patrick Brédé, l'auteur de ce reportage exceptionnel qu'on vient de voir. Bonsoir Patrick. Bonsoir Mélina, bonsoir Pierre. Bonsoir. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce monde assez particulier de sortilèges, de voyance, d'ésotérisme? Fondamentalement, un journaliste est curieux. Et lors d'un déplacement, j'entendais des personnes en parler qui se rendaient à un rendez-vous pour récupérer des potions dites magiques. Ça m'a donné envie de pousser un peu plus loin et d'essayer de répondre à plusieurs questions. Pourquoi les gens sont autant attachés à cette pratique? Alors comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à ces pratiques alors que selon le dernier recensement, on a une majorité de population chrétienne et musulmane dans ce pays? Mais Pierre, tout simplement parce que les superstitions font partie intégrante de notre société. Vous avez plus de 40% de chrétiens, plus de 30% de musulmans, mais les pratiques animistes restent très ancrées. Très ancrées. On continue de les faire. Généralement, on appartient à une communauté religieuse, mais on ne lâche pas vraiment ces pratiques-là. Pierre, vous avez peut-être déjà eu l'œil droit qui cligne, ou bien Mélina, un pied qui heurte une pierre. Mais en Afrique, en Côte d'Ivoire, ça a une signification. Pour certains, soit un malheur vous guette, soit un heureux événement va vous arriver. Si vous avez la paume qui vous gratte, peut-être quelqu'un va vous donner de l'argent. Ce sont autant de codes que nos sociétés et la société ivoirienne entretiennent. Et c'est pourquoi les gens continuent d'aller vers ces personnes-là et régler un problème qui est fondamental, qui est existentiel, à savoir de quoi demain sera fait. Et quand ils y vont, est-ce qu'ils trouvent véritablement des solutions? Est-ce que ça marche vraiment, ces pratiques ou... à cette question, est-ce que ça marche? On a rencontré dans le reportage, au cours du tournage, des personnes attachées à cela, des personnes qui viennent de tous les horizons, qui pratiquent toutes les religions, chrétiens, musulmans. Quand vous leur demandez, disent « moi j'avais un problème ». Aujourd'hui, ce problème est réglé. Une dame, ça va sûrement faire rire, une dame qui avait un souci parce que son mari voyait une autre femme, pour elle, a réussi à créer le trouble entre les deux. Et donc, elle revient avoir une nouvelle potion pour contre-attaquer, ce sont ses mots, pour contre-attaquer, pour récupérer son mari. À cette dame, on pose la question de savoir, est-ce que ça marche? Elle nous dit, le plus important, c'est de récupérer mon époux. Vous imaginez jusqu'où les gens sont capables d'aller pour leur bonheur, pour récupérer l'être aimé. Alors, Patrick, la rencontre avec ces marabouts, ces praticiens, elle est souvent très impressionnante. Vous nous racontiez en off votre première rencontre avec l'un de ces personnages qui semblait vous donner des éléments sur votre vie. Mais oui, tout de suite, on vous entretient sur qui vous êtes.
et vous collez tout de suite. Et c'est là qu'il faut faire la part des choses. Là, c'est le journaliste. Et donc, on a suffisamment détaché pour écouter. Je ne vous dirai pas, Mélina, ce qu'on a dit souvent. Là, je vous vois bien en train d'attendre, mais je ne vous dirai pas. Mais ils ont... Quand vous demandez d'où ils tiennent ça, ils disent, mais c'est la connaissance de la nature, de votre visage, de vos doigts, de l'énergie que vous dégagez. Une sorte de don aussi, parce que pour eux, tout est énergie. C'est surtout ça, tout est énergie. Les hommes qu'ils reçoivent, Mélina, vous portez de l'énergie. Quand vous rentrez dans leurs officines, ils vous disent, mais ici, votre énergie, côté amour, côté travail, est en baisse. C'est peut-être aussi beaucoup de psychologie. Mais on va le voir un peu plus tard dans le sujet, avec la boutique exotérique, qui associe désormais du coaching. Parce qu'il nous disait, souvent, des gens viennent nous voir, mais pas parce qu'ils ont des problèmes spirituels, des problèmes fondamentaux. Ils ont besoin d'être écoutés. Vous imaginez, ils ont besoin d'être écoutés. Et quand des gens manquent d'amour, manquent d'assurance, ça peut donner ça. Surtout une industrie naissante. Je ne vous cache pas, ils brassent beaucoup d'argent. Oui. Des gens sont prêts à casser leur tirelire, à vider leur compte, juste parce qu'on veut retrouver l'être aimé, juste parce qu'on est à la recherche du travail, on a juste envie que le supérieur au travail soit bien aimable. Tout y passe. Certaines personnes y consacrent un budget mensuel. Un budget mensuel, c'est leur vie. On rencontre un jeune homme dans une des officines qui nous dit « J'ai du mal à trouver une femme ». Et donc, lui, j'investis dans un collier. On me dit le collier coûte 25 000 francs, je l'achète déjà, mais je suis prêt parce que ce jour-là, il était venu acheter du savon qu'il pourrait prendre pour se laver. Donc, ce savon est censé attirer les femmes vers lui. Vous me demandez, est-ce qu'on ne trouve pas son environnement ne le trouve pas bizarre? Il vous dit si, mais entre ce que les gens pensent et la soif d'être heureux, lui, il choisit d'être. Avoir recours à ces pratiques peut représenter des dangers pour les personnes qui s'y adonnent, comme on l'a vu avec ce garçon que vous avez rencontré dans le sujet. Oui. À un moment donné, on se demande bien jusqu'où les gens peuvent aller. L'envie d'être devenu riche, de paraître, d'avoir même de l'aura. Mais il y a des gens vont, nous a dit, des artistes vont pour la gloire. Vous imaginez, donc les plus jeunes, aujourd'hui, sont tentés. Ce jeune homme qu'on a rencontré a traversé toute la Côte d'Ivoire avant de se retrouver au Bénin, qui est un pays réputé pour des pratiques mystiques, où il a fait l'acquisition d'un masque, sinon d'un génie. Mais sa vie a basculé. D'abord, il a gagné de l'argent et il le confirme. Près de 100 millions quand même. Assez rapidement. Assez rapidement, à travers des rituels, avec du sang, des animaux et tout ça. Mais à la fin, parce qu'il a rompu le pacte, aujourd'hui, on lui a annoncé qu'il va mourir. Ça paraît être assez fou quand même. Il sera renversé par un véhicule. Du coup, il a peur de sortir de chez lui. On a dû le convaincre. Il vit dans une psychose. Dans une psychose totale. Mais il va aller plus loin. Il va aller plus loin. On a poussé nos questions de savoir le dernier phénomène qui a suscité autant d'intérêt sur la toile, le porti-porta. Il nous a dit, il nous a confirmé que c'est une pratique qui, ici, alimenterait des pouvoirs pour de l'argent. Alors, on va revenir sur des choses qu'on maîtrise, nous, ici, sur ce plateau, journalistiquement. Dans votre enquête, vous avez intégré un réseau qui vous a permis donc de comprendre cet univers. Qui sont les personnes qui appartiennent à ce réseau, ce groupe WhatsApp que vous avez intégré? Oui. Quelle est la population qu'on y retrouve? C'est exclusivement des femmes, Pierre. C'est exclusivement des femmes. Mais c'est une espèce de marché où on va acheter des produits. Vous retrouvez des Ivoiriennes, des Maliennes, des Camerounaises, des Tchadiennes, près de 300 femmes. On s'est fait passer pour une femme le temps que les questions commencent à être posées. Mais c'est des transactions. Le baya magique,
les potions pour que monsieur vous donne de l'argent, certaines femmes vont se demander pourquoi. Mais on donne de l'argent et ça, c'est tous les jours. Elles ouvrent le marché à midi, à 14h, ils se referment. Et c'est très secret. Elles se connaissent. Que dit la loi aussi sur ces pratiques? Est-ce qu'il y a une loi là-dessus pour... À ce niveau, c'est intéressant en Côte d'Ivoire parce que l'article 237 de la loi 2019-574 du 26 juin 2019 stipule qu'on est passible d'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million si on se livre à des pratiques de charlatanisme, de sorcellerie ou de magie. Et ces pratiques-là doivent porter atteinte aux personnes ou à l'ordre public. La loi ne va pas au-delà de ça. Parce que même dans la définition... Il faut arriver à le prouver. Hein. À le prouver. Du coup, quand je vous disais d'entrée de jeu dans cette interview que ces pratiques-là font partie intégrante de notre vécu, le législateur, à un moment, parce qu'il y a eu des dérives, on se rappelle du décès, de l'assassinat du jeune Bouba, qui faisait suite à ces pratiques-là. Et la loi, il y a eu cette disposition qui a été prise, mais dans l'exécution, c'était flou. Total. On ne sait pas. On ne sait pas. Comment on le prouve? Vous dites à quelqu'un une potion qui coûte 30 000 francs, la file de 25 millilitres, est censée vous donner du travail. Comment on le prouve? Mais ça, moi, je me suis posé la question. Mais ceux qui l'utilisent disent ça marche. Mais c'est de véritables consultations. Est-ce que ces pratiques concernent toutes les classes sociales, Patrick? L'une des boutiques qu'on a visitées vient d'ouvrir à Angré, quartier de riches. On vous leur demandait, ils disent, on étend notre toile parce que tout le monde a besoin. Pendant le tournage, on a eu des visiteurs qui n'ont pas accepté de se faire filmer, mais simplement aller voir. C'est des gens cossus, des gens qui ont les moyens. Donc, devenir riche, être heureux, avoir l'amour, être aimé. C'est ce qui pousse ces personnes ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Devenir populaire. En tout cas, merci d'avoir poussé pour nous les portes de cet univers qui nous restait jusque-là inconnu. Ce qu'on en retient, c'est que c'est un univers qui génère énormément d'argent. C'est une véritable toile avec de nombreuses personnes qui s'y adonnent. En tout cas, merci. Merci Mélina, et rassure-toi, hors antenne, je ne te dirai pas ce qu'on a dit sur Merci Patrick Grévé pour ce reportage inédit, incroyable. Inédit, exceptionnel. Merci infiniment à vous d'avoir suivi cette émission. Et bien sûr, c'est la fin, malheureusement, Pierre. Oui, c'est déjà fini. On se retrouve dimanche prochain, même heure. Bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.